Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. C'est d'ailleurs bien plus en fait qu'un thème de société que nous allons aborder cette semaine puisque nous allons parler du bien-être animal, un sujet complexe, difficile qui déborde sur l'ethnographie voire la philosophie, un sujet sur lequel nous allons déjà rappeler les bases et les faits avec vous, Lou Noirclair, bonjour. Vous êtes étudiant à Dijon, en Bourgogne, C'est ça. étudiant en écologie et vous êtes militant écologiste et nos téléspectateurs vous connaissent peut-être puisque vous avez été candidat Europe Écologie Les Verts lors des dernières législatives. C'est ça. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Caroline Abat. Bonjour. Bonjour, vous habitez Saint-Dié, vous êtes la représentante, membre de l'association L214 sur notre département, mais trésorière de l'ADAE, qui veut Aussi, dire oui, Association pour la défense animale dans l'Est. voilà, et qui se veut le porte-parole de L214, notamment dans les Vosges. Oui, un relais pour Un relais. L214 et d'autres associations. Philippe Mauchamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'abattoir coopératif de Rambervillers. Vous allez nous raconter tout à l'heure ce qu'est un abattoir coopératif par rapport à d'autres et surtout la façon dont vous travaillez. Et enfin, Mickaël Moulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur à La Chapelle de C'est Vambruyères, ça. éleveur laitier, production laitière et forcément Viande. un petit peu de viande. Et vous êtes surtout aussi et surtout le vice-président de la Chambre d'agriculture des Vosges en charge de l'élevage. Merci à tous les quatre donc d'être sur ce plateau. Alors vous l'avez compris évidemment au profil de nos invités, nous allons parler principalement des animaux de ferme, de leurs conditions de vie, de leur abattage, d'où cette petite mise en garde parce que nous allons diffuser bien sûr au cours de cette émission quelques images qui peuvent choquer la susceptibilité de certaines personnes. Au préalable, avant de voir ces images et d'expliquer tout cela, quelques termes qui peuvent peut-être vous servir, nous servir à mieux comprendre l'état d'esprit actuel qui fait débat. Caroline Abat, on entend parler depuis peu de temps, c'est vrai, on connaît les végétariens, on connaît les végétaliens, il y a aussi le véganisme. Quelques définitions toutes rapides. Végétalien, c'est quoi? Végétalien, pas de produits d'origine animale dans l'assiette. Pas de viande, pas de laitage, pas d'œufs. Voilà. On évite tout ce qui vient des animaux. Le véganisme, être vegan, végan? C'est la même chose étendue à tous les aspects de la vie. Donc pas de vêtements en laine, pas de chaussures en cuir. On essaie de laisser tous les animaux tranquilles. Ok, eh ben on explicitera les ambitions de toutes ces philosophies un petit peu plus tard dans l'émission. Il y a un autre terme aussi, Philippe Mauchamp, antispéciste, antispécisme, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à une vision, j'ai envie de dire philosophique ou voire religieuse, de certaines personnes qui consiste que tous les animaux, que l'homme est un animal parmi les autres et n'a aucune supériorité sur les animaux. Et il y a un autre terme qui évoque ça, c'est le biocentrisme, où l'homme est au milieu de toutes les espèces. Et puis il y a l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme, Caroline? J'ai pas Ah, vous savez pas? Pas du tout. C'est la pyramide avec Ah. l'homme qui est tout en haut, tout simplement. Ok. Anthropocentrisme, l'homme est en haut. Biocentrisme, l'homme est au milieu de toutes les autres espèces. Allez, voilà, ça c'était pour des petites anecdotes, des éléments de réflexion évidemment à garder en tête tout au long de cette émission. On va entrer dans le vif du sujet, bien sûr. Philippe Mauchamp, si vous voulez bien, on va commencer avec vous. On va tout de suite voir quelques images de votre abattoir à Rambervillers, abattoir coopératif. Je vous propose simplement de nous raconter, on a 1 minute 30 pour nous raconter le déroulé du procédé d'abattage, du processus d'abattage. Donc le processus d'abattage, les premières images que vous avez vues, ce sont les animaux dans la bouverie en attente d'abattage. Ensuite, la première étape, c'est l'anesthésie de l'animal. Donc c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran, où on vient détruire le cervelet sur les bovins pour qu'ils ne ressentent aucune douleur pendant la phase de mise à mort qui dure plus d'1 minute. Donc la saignée est la phase de mise à mort, ça dure plus d'1 minute et du coup l'anesthésie avant, qui est quelque chose de rapide comme vous avez pu le voir, anesthésie l'animal et fait qu'il ne ressent plus rien pendant cette phase de mise à mort. Ensuite, vous avez toutes les étapes de dépouille de l'animal, telles qu'on peut les voir. Donc on va avoir la mise à mort, on va avoir on dépouille l'animal, on enlève la partie cuir. On va enlever toutes les parties internes, les boyaux, les tripes, etc. Et puis, au fur et à mesure donc, de l'avancée, on fend la carcasse. Ensuite, en bout de chaîne, on a un inspecteur vétérinaire qui valide la salubrité sanitaire de l'animal. Donc, c'est les fameuses estampilles sanitaires qu'on voit posées dessus. Et puis après, la traçabilité, on pèse l'animal, on l'étiquette. Et chaque demi-carcasse est accompagnée de son étiquette.
Voilà, merci pour cette description rapide et succincte. J'essayais de suivre très bien. les images en même temps. Vous avez bien joué le jeu. En plus, vous ne connaissiez pas les images. Donc voilà, félicitations, merci à vous. On va revenir sur l'étape, évidemment, qui fait débat. C'est l'abattage. Vous nous disiez une anesthésie et derrière un temps d'abattage un petit peu plus long, 1 minute. Explicitez-nous ça. Là, c'est deux étapes importantes au niveau de la mise à mort des animaux. Là, ce qui produit réellement la mise à mort, c'est la saignée de l'animal. Donc le temps que l'animal se vide de son sang, c'est ce qui fait qu'il n'y a plus de fonction vitale, le cœur, le cerveau, etc. Tout ça, l'animal est mort d'un point de vue physiologique. Et ce temps-là prend un certain temps. À partir du moment où vous saignez l'animal, il faut le temps qu'il se vide pour provoquer la mort. Et pendant ce temps-là, physiologiquement, l'animal ressent de la douleur, sauf si, en amont, vous avez réalisé de l'anesthésie de l'animal. Donc l'anesthésie, c'est ce qu'on a vu avant. Il y a trois principes globalement d'anesthésie qui existent aujourd'hui au niveau des abattoirs. Il y a les anesthésies donc par destruction du cervelet, donc c'est ce qu'on a vu avec les pistolets Matador. Allez, voilà. Ce que vous appelez le Matador. Le Matador, donc qui vient détruire le centre de réception de la douleur, donc au niveau du cervelet. Vous avez une deuxième sorte d'anesthésie que sont les anesthésies électriques. Donc on utilise par exemple chez nous pour les petits animaux, les porcs, les agneaux. Donc là, alors là, on a une décharge électrique. Comment ça se passe? Une décharge électrique, c'est une pince. Voilà, c'est une pince qui envoie une décharge électrique et ça provoque. Au niveau de la tête. Oui, au niveau de la tête. Et ça fait la même chose que quand vous mettez les doigts dans la prise. C'est-à-dire que pendant un certain temps, vous ne ressentez plus rien. Et si vous récupérez, vous retrouvez vos fonctions vitales. Et cette anesthésie, c'est le même principe que celle au Matador. Pendant ce temps-là, vous avez un certain délai pour donc tuer l'animal, le saigner et provoquer sa mort. Et le dernier système un autre système qui existe, puisqu'il y en a, je pense qu'il y en a d'autres dans ceux que je connais, c'est les endormissements par CO2. Donc on endort l'animal avec du CO2 et ça provoque les mêmes effets. Donc l'animal ne ressent plus la douleur pendant cette phase de mise à mort. C'est le même principe que les anesthésies chirurgicales avant d'intervenir. Très furtivement, dès que on a vu tout à l'heure évidemment le processus où juste au moment où l'animal, la vache en l'occurrence évidemment, tombe, on voit quelqu'un qui s'approche et qui ouvre l'œil. C'est un geste pour vérifier, pour faire quoi? Oui, c'est un geste pour vérifier que l'anesthésie est bien faite. D'accord. Voilà. Donc systématiquement, il y a pendant toutes ces étapes de début de chaîne, un certain nombre de gestes réalisés par les opérateurs pour vérifier que la perte de conscience est bien réalisée au niveau donc, de l'assommage Matador. Pareil au niveau électrique. Et de même au niveau de la mise à mort, donc une fois qu'il saigne l'animal, avant d'attaquer la dépouille de l'animal, de couper les pattes, des choses comme ça, ils font là aussi un certain nombre de tests pour vérifier que l'animal est bien mort. Ok. Voilà. Caroline Abad, forcément, je ne vous demande pas ce que vous pensez de ces images, on s'en doute un petit peu. On va voir tout de suite aussi d'autres images, si vous voulez bien. C'est des diverses mobilisations auxquelles vous avez participé et dont vous avez été à l'origine sur notre département. C'était à Saint-Dié notamment. Ces images, vous vous appuyez dessus, enfin pas celle-ci, celle qu'on a vue, mais sur d'autres images où il y a de la violence dans certains abattoirs. C'est votre créneau, vous êtes des abolitionnistes de la viande. Quelque part, est-ce que la discussion peut avoir lieu entre tous les deux ou pas du tout? Entre les personnes, je pense que c'est toujours possible de discuter. Nous, ce qu'on a constaté au fil des années, en fait, c'est que quand on expliquait aux gens ce qu'on savait sur le milieu de l'élevage et des abattoirs, les gens avaient toujours l'impression que ça se passait ailleurs, que ça se passait dans d'autres pays, que c'était peut-être pas si grave, etc. Et on a fait le constat qu'à partir du moment où on montre des images prises dans les abattoirs de façon constante ou dans les élevages, forcément, là tout de suite, il y avait quelque chose qui se passait dans la tête des gens, c'était de se rendre compte que la réalité, c'est ce qu'on voit là. C'est pas forcément ailleurs et c'est pas forcément gentil. Je suis assez surprise que vous utilisiez le terme d'anesthésie, je l'avais jamais entendu pour ce qui concerne l'étourdissement des animaux. Étourdissement, c'est le terme qu'on utilise, qu'on entend aussi fréquemment. Anesthésie, étourdissement. De la même façon, alors à l'antenne, des images, quelques images violentes de vos campagnes de sensibilisation à L214. Pas dans les Vosges. Les images sont violentes, mais ce sont des caméras qui sont posées et qui filment en continu.
elles sont violentes parce que ça se passe comme ça. Elles ne sont pas violentes parce qu'on les a choisies de façon très très spécifique. Je pense à une enquête là, qui fait l'objet en ce moment d'une étude par le tribunal de grande instance de Pau, suite à notre enquête à Mauléon-Lichard. On a confié une semaine complète de vidéos au tribunal. Les experts de la justice ont relevé 195 infractions. Sur une semaine d'images, si on avait truqué les images, je pense que la justice ne nous prendrait pas au sérieux. Alors, question. Qu'est-ce que votre association, qu'est-ce que les abolitionnistes appellent infraction? Parce que de toute façon, disons les choses clairement, la mise à mort d'un animal, c'est un acte de violence. Il peut avoir été très bien élevé tout au long de sa vie. La mise à mort reste un acte violent, même si elle est faite dans les règles de l'art. Qu'est-ce que vous appelez des infractions alors? Alors, il y a effectivement le fait que tuer un animal qui n'a pas envie de mourir, ça peut jamais se passer de façon très sympathique pour lui. Quand on fait une véritable anesthésie chez un vétérinaire, c'est jamais très drôle. Dans un abattoir, c'est encore une autre dimension. La réglementation, elle pose un certain nombre de critères pour garantir un seuil minimum qui n'empêche pas la souffrance, qui n'empêche pas la peur, mais qui garantit un seuil minimum. Les infractions, c'est quand cette faible réglementation, ce faible cadre de protection des animaux n'est pas respecté. Donc sur une semaine d'images, on peut quand même se dire que 195 infractions, c'est un petit peu énorme. Ok, bah. Après c'est sûr que c'est difficile de se prononcer sur tel ou tel cas quand on n'a pas tous les éléments. Puis il y a aussi les décisions de justice qui sont en cours pour beaucoup d'entre elles. Lou Noirclair, excusez-moi, l'enquête est disponible sur notre site. Il n'y a pas de souci, on peut regarder de quoi il retourne. Ok, Lou Noirclair, est-ce que, j'avoue, je ne sais pas, est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un abolitionniste ou pas? C'est extrêmement compliqué de se positionner sur cette question parce que les définitions sont telles qu'elles est. Dans un idéal futur, dans quelques centaines d'années, j'espère que le progrès humain fera que, oui, on considérera les animaux comme égaux à nous, qu'on arrêtera de s'autoriser ce droit de les tuer pour se nourrir de façon parfois peu regardante. Mais moi, je pense qu'il faut avant tout trouver un équilibre. Il faut vraiment trouver un équilibre entre les traditions, entre les intérêts financiers, mais aussi entre le bien-être animal. Par exemple, on peut dans les années à venir, envisager une réduction drastique de la consommation de viande, divisée par 2, par exemple, la consommation de viande Pour la moitié restante, ça n'enlèvera pas l'acte violent de mise à mort. On est bien d'accord. Non, mais c'est une évolution de la société qui se veut. Enfin, une société n'évolue pas du jour au lendemain. Il faut aussi une certaine évolution. Et si les gens vont prendre conscience petit à petit, j'en suis persuadé, que l'acte de mise à mort n'est pas anodin, qu'il est important de réduire sa consommation de viande, et puis pour certains aussi de l'arrêter, jusqu'à une société où possiblement les gens arrêteront de manger de la viande, ou en tout cas la viande telle qu'on la conçoit maintenant, issue d'un animal mort, parce qu'il y a aussi des pistes de recherche scientifique voilà, sur la création de viande artificielle en fait avec des cellules souches, in vitro, sur aussi tout simplement des substituts de viande pour des gens qui ont du mal de se passer du goût, de la texture de la viande, des viandes qu'on connaît déjà actuellement à partir de protéines de soja, à partir de protéines de champignons. Voilà, et c'est une évolution de la société qui se veut aussi sur le long terme, je pense. On va en reparler. Philippe Mauchamp, force est de constater, j'imagine depuis le temps que vous êtes dans le business, il y a eu une évolution ces dernières années, mais comme je l'ai dit et je le répète, la mise à mort reste un acte violent, quoi qu'on en dise. La mise à mort est un acte violent. Et l'évolution au préalable de la condition animale, quelles sont les sources de stress pour l'animal avant l'anesthésie aujourd'hui? Dès le départ de l'exploitation agricole, à partir du moment où il y a chargement de l'animal dans un camion, dans un véhicule, pour l'emmener jusqu'à l'abattoir. Donc toutes ces étapes sont des étapes de stress, on va dire ça comme ça, pour l'animal. Et juste avant, à l'arrivée à l'abattoir, jusqu'au bout, donc le chargement, le transport, le déchargement. Dans certains cas, on a plusieurs chargements, déchargements, on a des durées de transport, on a l'animal rencontre d'autres congénères. Donc à partir du moment où il rencontre d'autres congénères qu'il ne connaissait pas avant, c'est du stress aussi. Et puis donc au niveau du déchargement à l'abattoir, de la mise en box, toutes ces étapes-là sont des étapes forcément, l'animal découvre un autre environnement, donc il y a du stress.
et animal qui arrive chez vous et dans tous les autres abattoirs, ça va être sensiblement la même chose. Vous allez me le confirmer. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais abattoir coopératif, donc c'est singulier. Forcément, il appartient à des éleveurs, drivés entre guillemets ou co-drivés par la Chambre d'agriculture des Vosges. Il y a d'autres abattoirs sur notre département. Il y en a le gros, évidemment, c'est chez Elivia à Mirecourt, dans lequel nous ne sommes jamais rentrés, je le dis honnêtement. Et puis il y en a un autre à Domartin-les-Remiremont, géré également par une coopérative, mais pas tout à fait la même organisation. Mais c'est le même principe. Ce sont des bouchers qui achètent des animaux dans des exploitations et puis des éleveurs autour de Domartin qui font abattre leurs animaux donc, sur cet outil. Ok. Je réitère, quelle évolution récente ou plus ou moins récente de la condition d'abattage et la condition de séjour, entre guillemets? On a l'impression que c'est quelque chose qu'on découvre, alors que moi, c'est pour ça que je le remets en perspective, ces évolutions-là. Ça fait très longtemps que c'est une préoccupation au niveau des instances politiques, au niveau de beaucoup de monde. Les dernières évolutions, les dernières règles, il y avait eu des règles en 1996, il y avait eu des lois européennes sur la contention. Nous, notre outil, la réflexion est née en 2001-2002, et dans les leviers qui ont mis en place cet outil existaient des problématiques de transport, de délai de transport, de délai de présence des animaux en bouverie, de conditions d'abattage. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut Après, certains ont besoin de faire du buzz, ils le font, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est dans l'évolution, elle est encore une fois pas récente, ça avance, ça progresse, les choses... je pense que c'est pas sous la contrainte et sous les projecteurs des médias qu'on fait les meilleures choses, qu'on prend les meilleures lois, qu'on prend les meilleures décisions. Ça y participe. Ça participe à lancer le débat, ça participe, et après c'est le temps et les discussions avec les différents partenaires, parce que je le rejoins quand il dit qu'une société n'est jamais figée, donc les choses évoluent. Le rapport à l'animal a déjà évolué très fortement depuis un certain nombre d'années. Sur le plan juridique, on va pas revenir dessus. Et même aujourd'hui, le virage qui est pris au niveau sociétal va aussi faire que progressivement, les choses vont aussi s'améliorer par rapport à ce genre de choses, y compris sur les conditions de production, sur les conditions d'abattage, sur les conditions de distribution, sur beaucoup d'aspects. Michael Moulin, votre regard, votre analyse là-dessus, vous êtes vous-même éleveur. C'est vrai, on va dire la chose clairement. Quand on va sur le terrain, nous journalistes, on a la chance d'aller assez régulièrement dans les exploitations. Forcément, les vaches laitières, allaitantes, génisses, etc., qu'on voit, les bœufs aussi, forcément juste pour la viande, ils sont a priori bien traités. En tout cas, on sent évidemment une attention, un amour pour des éleveurs pour leurs animaux. Mais au final, il y a cet acte de mort, cet abattage. Quelle évolution, quel regard vous avez sur l'évolution récente des choses? Je vais vous contrarier tout de suite, c'est pas a priori bien traité, c'est toujours bien traité. Aujourd'hui, les agriculteurs partout dans le monde vivent avec leurs animaux, enfin c'est 365 jours par an, donc le bien-être animal c'est quand même une cause que l'on défend. Il y a eu une définition du bien-être animal qui est sortie il y a une paire d'années, c'est vrai que c'est revenu un petit peu au goût du jour par les médias d'un côté et par les associations, comme quoi on ne faisait pas bien notre travail. Enfin, je veux dire, le bien-être animal aujourd'hui c'est quoi? C'est traiter bien ses animaux. Enfin, je veux dire, il y a des portes ouvertes tous les ans dans les exploitations qui sont faites par la Chambre d'agriculture, encore récemment par le syndicalisme, c'est qu'on ouvre, c'est qu'on montre nos pratiques. Le bien-être a évolué. C'est vrai que les exploitations de petite taille, avec des animaux qui étaient à la tâche tout l'hiver, 6 mois durant parfois, c'était quand même des situations qui étaient plus tenables. Tout ceci a évolué, mais pas d'hier ni d'avant-hier. Enfin, ça fait un certain nombre d'années que les agriculteurs ont aussi enclenché des systèmes pour faire évoluer la condition des animaux. Aujourd'hui, tous nos animaux sont en stabilisation libre, qu'on appelle ça. Donc, ils peuvent divaguer toute la journée dans le bâtiment, comme on a vu dans leur reportage précédemment. Aujourd'hui, la condition animale, c'est notre gagne-pain aussi, quoi. Les animaux, bien évidemment, quand ils vont dans un abattoir, c'est la mort. La finalité du système, c'est bien la mort. Mais c'est aussi le gagne-pain des agriculteurs aujourd'hui. Il faut être clair. Nous, on fait le maximum de choses pour que les animaux soient bien élevés. C'est notre métier, c'est notre job. De toute façon, si on veut se mettre du côté de la rentabilité... C'est votre intérêt économique. C'est notre intérêt économique, tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, si un élevage, comme on le voit à l'antenne en ce moment, les vaches sont bien abreuvées, affouragées, dans un local
il n'y a pas de souci. Soigner s'il y a des maladies. Soigner, bien sûr. Aujourd'hui, on a des contrôles aussi qui sont faits régulièrement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous nous dites dans les abattoirs, il y a eu des images de fichiers, c'est très très bien, mais c'est des images qui ont quand même été prises illégalement, quoi. Donc aujourd'hui, nous on vous invite à dire, venez sur nos élevages, venez dans les abattoirs, venez voir nos pratiques, parce que nous, on sait très bien qu'il y a un fossé qui va nous séparer aujourd'hui sur le plateau, mais la communication est toujours là. J'entends pas vous mettre d'accord, je sais que vous ne serez jamais d'accord. Mais la communication est là, et nous, on est là pour communiquer sur nos pratiques, et c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Ça fait longtemps qu'on communique. On invite tout le monde à venir visiter nos exploitations. C'est pas la volonté de tous les acteurs, a priori, puisque la preuve en est, l'abattoir de Mirecourt, par exemple, n'a pas ouvert ses portes. Donc c'est pas la volonté de tous les acteurs de l'industrie de la viande de communiquer sur ce point-là, quoi. Mais là, on est sur un outil qui est coopératif, qui nous appartient. On a déjà ouvert. On ouvre nos portes régulièrement. Sur l'abattoir de Rambervillers, oui, mais on ne peut pas généraliser à la France, ni... Tout à l'heure, vous avez généralisé sur le monde entier. On ne peut sûrement pas généraliser sur le monde entier. Effectivement, l'animal est peut-être un gagne-pain pour l'agriculteur, mais il y a des pratiques dans certains pays, et moi je pense par exemple à des pays d'Asie, on ne peut... ce sur quoi on va parler aujourd'hui n'est pas absolument pas applicable à ce qui se passe là-bas. Il faut faire attention à ne pas généraliser. Ni demain, ni après-demain. Caroline Labatte. Moi, je voudrais revenir sur quelques éléments qu'a amené M. Mauchamp et puis M. Moulin ensuite. Vous dites que depuis le début des années 2000, on se préoccupe du sort, du traitement fait aux animaux dans les abattoirs, et puis que certaines associations font le buzz comme ça. En 2009, on a fait le buzz puisqu'on a diffusé notre première grosse enquête qui se passait à l'abattoir Charal de Metz. À la suite de la diffusion de cette enquête qui a révolté énormément de gens parce que entre le moment où on démolissait le cerveau au moment de l'anesthésie dont vous parliez, les vaches s'étaient suspendues aux chaînes, on les égorgeait alors qu'en fait elles étaient encore conscientes, on commençait à les déshabiller alors qu'elles étaient encore conscientes, donc ça fait beaucoup de bruit. Là on avait 15 jours d'images, donc c'était quand même pas... voilà, encore une fois ce sont de vraies images. À la suite de ça, Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Agriculture, a dit on va prendre plein de mesures, on va protéger les animaux, on va vraiment faire quelque chose. Il y a eu une réglementation mise en œuvre en 2013. 3 ans plus tard, à la suite du procès, de l'enquête à Mauléon-Lichard, le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, a demandé au préfet d'envoyer des inspections vétérinaires dans tous les abattoirs de France. Ça a été fait dans les Vosges. On a relevé des infractions dans 80% des abattoirs, des non-conformités allant de majeures à mineures, en passant par non-conformité moyenne. On avait donc 20% d'abattoirs qui étaient conformes, 80% qui étaient non conformes, et les 3 abattoirs vosgiens étaient dans des conformités moyennes, des non-conformités moyennes. Ce qui veut dire qu'on était dans le tiers... Non-conformité moyenne. C'est ça. Donc il y avait 20% de conformes, 50% de non-conformité mineure, et puis les 30 derniers pourcents, c'était non-conformité moyenne et majeure, et c'était le cas des 3 abattoirs vosgiens. Donc se préoccuper du bien-être animal, je veux bien, mais il y a quand même les faits. Il n'y a pas que des images volées par les méchants défenseurs des animaux. Philippe Mauchamp, qu'est-ce qui peut... Pardon. Allez, finissez. Juste sur le fait vous disiez aussi qu'on a le temps, qu'on prend le temps d'améliorer les choses, etc. Pendant qu'on prend tout ce temps-là, c'est 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs français. 2 500 000 oiseaux et 500 000 bovins, ovins, cochons, etc. Pour terminer sur les abattoirs, parce qu'on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, Philippe Mauchamp, il y a des moments dans le processus d'abattage qui peuvent poser problème. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des moments qui peuvent poser problème. On travaille avec des animaux, on travaille avec du vivant. Et pour répondre par rapport à cette notion de non-conformité, pour mettre un peu en perspective, hier j'ai emmené ma voiture au contrôle technique, j'ai aussi beaucoup de non-conformité. Et par rapport aux non-conformités qui sont évoquées, donc quand on parle de non-conformité mineure et moyenne, c'est pour ça que je parle du contrôle technique. C'est comme au contrôle technique, il y a des choses graves, il y a des choses qui le sont moins. C'est bien de le savoir, on les corrige, ça se fait, les corrections sont dedans. Il y a d'ailleurs dans les non-conformités qui peuvent être relevées, il y a des choses qui évoluent très rapidement, il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à faire évoluer quand c'est des problèmes de conception lourde, de structure, de choses comme ça. Donc voilà, c'était juste pour relativiser un petit peu. Est-ce qu'il peut y avoir des problématiques au moment de la mise à mort? Bien sûr. C'est des gestes techniques, c'est très technique, contrairement, ça a été une des surprises de
de vos collègues quand ils étaient venus visiter l'abattoir. Ils ont vu que c'était des métiers très techniques. Aujourd'hui, on jette des gens en pâture sur des métiers qui sont très techniques, qui demandent un savoir-faire très important, qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas faciles, hein, il faut le reconnaître. Et parce qu'il y a des non-conformités, parce qu'il y a des gens qui ne se comportent pas correctement, et personne ne peut cautionner ce qui est mis en évidence, tout comme on ne peut pas cautionner un chauffard. Je fais souvent le parallèle avec la sécurité routière, parce que c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ce genre de choses. Il y a des chauffards, on met en place des arsenals juridiques, on met en place des contrôles, et puis les choses évoluent. Mais que je sache, on n'est encore pas à 0 mort par an sur les routes. Et voilà, les choses évoluent, il y a des prises de conscience qui se font progressivement, les choses avancent. On ne peut pas changer les choses en 2 ans, 5 ans, même en 5 ans, hein, on est sur des Vous parliez plans, de personnel, je vous propose difficiles. justement d'écouter une toute courte interview de Didier Lair, qui est toujours votre chef de la chaîne d'abattage. Tout à fait, oui. Tout à fait, donc on avait interviewé en mars dernier, on l'écoute. On a du travail, mais on n'a jamais eu de pression, on a un travail à effectuer, on a un planning à respecter. C'est pas un métier facile, mais voilà. On assume, quoi. On assume et on va jusqu'au bout. Donc, vous aimez votre métier, c'est bien mon métier. J'aime bien et je serai toujours là pour le défendre. Voilà, juste une petite réaction. Force est de constater que ça ne doit pas être évident comme métier, j'imagine. Il y a un accompagnement particulier, il y a une observation particulière pour éviter des comportements déviants, comme on le voit dans les vidéos de L214 ? C'est le travail d'équipe des chefs de chaîne. Il y a des systèmes de formation qui ont été rendus obligatoires, par exemple, assez récemment. Hein. Ça fait partie des dernières évolutions qui ont eu lieu sur les dernières années. Système de formation qui est critiquable. Voilà, je suis le premier à le dire. Moi, j'y suis allé pour voir ce que c'était, pour obtenir ma certification de responsable protection animale dessus. Donc, on y apprend des choses. Il y a on va dire 95% de bon sens, ça n'empêchera pas qu'il peut y avoir effectivement des loupés de certaines personnes à un moment donné qui font que ça se passe mal. Dire on veut du zéro défaut par rapport à la mise à mort des animaux, c'est utopique. C'est un objectif, bien évidemment, mais pour moi, c'est utopique. Tout comme on veut 0 mort sur les routes. Voilà. Pardon, mais dire que c'est certaines personnes, oui, effectivement, il y a forcément des gens qui ne sont pas très attentifs ou pas très en forme certains jours. Cependant, quand on voit que ce sont des problèmes de cadence, comme ça s'est posé à Mirecourt, par exemple, ou les inspecteurs vétérinaires sur les rapports dont je vous parlais tout à l'heure, on voit très bien, les inspecteurs vétérinaires présents ont demandé aux opérateurs d'arrêter la chaîne parce que la cadence n'était pas du tout compatible, quoi qu'il arrive, avec une mise à mort correcte, avec des cisaillements, avec des choses... voilà, sur le papier, on se rend bien compte que ça correspond à ce qu'on voit en vidéo. C'est pas un problème de personne, c'est un problème de cadence, c'est un problème de système. Je pense que justement, ce serait trop facile d'accuser les personnes, les individus, alors que c'est un système qui fait qu'on a une production massive de viande tous les jours, qui concerne des individus sensibles. À un moment, c'est pas possible. On peut pas se cacher derrière son petit doigt puis se dire ouais, mais il y en a 2-3 qui font pas bien leur travail et le reste du temps, ça se passe bien. Les images qu'on voit là, ça se passe pas très bien, quoi. C'est le moment, ce moment clé évidemment dont on parlait tout à l'heure, de la mise à mort et puis ce laps de temps entre l'anesthésie et l'étape d'après. Entre un abattoir qui ouvre ses portes, qui permet à des journalistes de venir regarder comment ça se passe. On fait entrer un bovin dans un piège, on lui donne un coup de projectile captif, c'est ça, hein, c'est pistolet Matador, oui, c'est des... Voilà. On prend le temps de faire de belles images, ça se passe bien. Là, quand on est sur une chaîne où il faut abattre des centaines d'animaux, ça peut pas bien se passer. Enfin, c'est pas possible. On peut pas demander aux animaux de rester tranquilles, à des gens qui font un travail extrêmement difficile de bien maîtriser et d'être tout le temps dans de l'empathie. Comment est-ce qu'on peut tuer des dizaines d'animaux par jour et être empathique et être précautionneux ? Il y a quelque chose qui, psychologiquement, ça paraît difficilement tenable quand même. On demande l'impossible aux employés des abattoirs. Allez, dernière intervention, puis on va. Moi, j'aimerais bien revenir aussi sur la comparaison avec les usagers des routes. C'est qu'en France, on a 420, il me semble, 450 chaînes d'abattage de boucherie. On a 40 millions, près de 40 millions d'utilisateurs, d'usagers des routes. Donc, parler d'utopie quand on parle de réguler et de veiller au bien-être animal dans 420 chaînes d'abattage, pour moi, c'est pas une utopie, ça peut très bien se faire par un processus législatif, etc. Ensuite, concernant
concernant, je vais encore revenir sur l'argument de la communication et le fait de faire venir des journalistes, des médias, etc. dans les abattoirs, dans les chaînes d'abattage. Il y a une loi toute récente, là, au début d'année, qui a été votée à l'Assemblée nationale. Elle avait été proposée par le député Falorni à l'époque, l'année dernière, après les révélations. Voilà, suite au travail d'L214. Dans la proposition de loi, dans le texte original, il était proposé de autoriser les élus, les parlementaires français, députés, sénateurs, ainsi que les parlementaires européens élus en France, à pouvoir visiter de manière inopinée les chaînes d'abattage, accompagnés de journalistes s'ils le souhaitaient. Ça, c'était le texte initial. Et ben, cet amendement a été retoqué et on ne le trouve pas dans le texte final. Donc, on voit qu'au final, la majorité des abattoirs français ne souhaitent pas voir rentrer des journalistes, voir rentrer des citoyens, voir rentrer des caméras dans leur chaîne d'abattage, parce que c'est des images qui sont choquantes, qui font peur, et qui nuiraient à l'image de la viande qu'on souhaite nous la faire voir à la télé, dans des pubs Erta ou je ne sais quelle, en citant des marques, quoi. Mais après, j'ai pas de détails là-dessus, mais c'est vrai que ne serait-ce qu'en termes de normes de sécurité, sanitaire, etc., ça doit être compliqué. Ça peut être compliqué dans un abattoir comme dans toute autre usine alimentaire. Mais même les éleveurs n'ont pas le droit, excusez-moi, même les éleveurs n'ont pas le droit d'entrer dans les abattoirs, je crois. J'avais discuté avec des éleveurs de moutons qui m'expliquaient que ils les amènent, puis il faut repartir et on ne sait pas comment ça se passe. Alors après, nous dire que nos images, elles sont truquées, etc., c'est pas juste parce que personne n'a le droit de regarder ce qui se passe. On doit vous croire sur le principe de la bonne foi. Sur ce principe des images, d'ailleurs, si je peux me permettre, la vidéosurveillance dans les abattoirs, et on terminera là-dessus, est obligatoire dès 2018, c'est ça ? C'est toujours pas, enfin pour l'instant, ça fait partie des propositions qui sont en cours. On attend, on ne sait pas ce que ça va. Voilà, ça. Encore une fois, je pense que c'est dans le détail qu'on trouvera les réponses à l'ensemble des questions par rapport au personnel, mais je rejoins ce qui a pu être évoqué, pour une fois, faut le reconnaître, c'est que ce n'est pas un problème d'homme, et la vidéosurveillance réglera un des problèmes d'homme. Ne réglera que des problèmes d'hommes, ne permettra que de mettre le doigt sur un gars qui, à un moment donné, a des pratiques qui sont pas conformes et qui n'ont pas lieu d'être. Mais quelque part, mettre une vidéosurveillance, c'est dire que tous les ouvriers d'abattoirs sont potentiellement des gens qui vont avoir ces pratiques-là. Je trouve ça vis-à-vis des hommes, encore une fois, qui sont dans les abattoirs, c'est leur faire un procès d'intention, et je trouve ça pas normal. Voilà. On sort un petit peu des abattoirs, si vous voulez bien, pour évoquer quand même quelques autres pans de ce thème. Mickaël Moulin, on va voir tout de suite quelques images de la traite des vaches, et notamment de la traite robotisée. Alors, c'est des images qui prêtent toujours à sourire, parce que voilà, c'est quelque chose de très industrialisé, etc. Racontez-nous comment ça se passe, parce que là, c'est une illustration, une des illustrations peut-être de cette condition de prise en main du bien-être. Le bien-être dans les traites robotisées a tout son lieu d'exister. Aujourd'hui, sur les systèmes robotisés dont je fais partie, parce que je me suis équipé depuis 3 ans, la vache est libre cours de ses faits et mouvements. Sur 24 heures, elle va se faire traire quand elle veut, comme elle veut, elle se déplace. On n'a plus la contrainte du matin et du soir où c'est qu'on on poussait les bêtes à la traite. Aujourd'hui, si je veux parler de mon système par exemple, elles sont dans un bâtiment qui est ventilé avec la brosse. Tout le système du bien-être est mis en œuvre et la bête se déplace à son bon gré. Il n'y a pas de barrière figée pour la faire se déplacer. Elle rentre, comme on le voit sur l'image, elle va se faire traire n'importe quel moment du jour et de la nuit, 24 heures sur 24. Est-ce que vous avez vu une évolution de la production, même si le terme production, j'imagine, Caroline Abatte, vous déplaira? J'ai vu 2 phénomènes sur mon exploitation. La première, c'est la production. C'est vrai, j'ai eu un gain de production de l'ordre de 5 à 10% selon le cheptel. En volume de lait, bien sûr. Par contre, la différence que j'ai vue, qui était notoire, c'était sur le comportement des animaux. C'est-à-dire que j'avais plus la contrainte de les pousser, donc les animaux sont beaucoup plus calmes. Et tout au long de la journée, on peut se circuler dans les animaux à l'intérieur de l'écurie sans que les animaux bougent. Je suis capable d'aller chercher une vache, de la faire relever et de la pousser vers le système robotisé sans perturber les autres animaux. Et j'ai régulièrement du monde qui vient visiter mon exploitation de par la présence d'un camping. Toute la journée, les bêtes circulent comme elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Et c'est vraiment la condition notable, c'est que j'ai allié deux systèmes sur mon exploitation, le bien-être de l'animal d'un côté, mais aussi, on n'en parle pas assez souvent, le bien-être de l'homme et de l'éleveur en général, parce que la contrainte, je ne l'ai plus. On parle régulièrement, et votre association parle régulièrement du bien-être de l'animal.
J'ai envie de dire aussi que les éleveurs, les conditions ne sont pas toujours faciles, on le sait financièrement, et là, la condition humaine de l'homme et des animaux fait que c'est réuni, et j'ai un troupeau qui est beaucoup plus calme. Qu'est-ce que vous répondez à Lou Noirclair qui nous disait tout à l'heure, allez, on se donne pour défi, pour objectif, pour ambition de réduire de moitié la consommation de viande. Ma question est la suivante, est-ce que d'autres productions agricoles, d'autres productions alimentaires pourraient suppléer évidemment ces besoins, j'allais dire ce manque, on va plutôt parler de besoins, oui ou non, aujourd'hui, demain, quelle agriculture pour qu'il n'y ait plus de viande? Si on veut que dans un monde idéal, entre guillemets, il n'y ait plus de viande, il n'y ait plus de souffrance animale. Je vais lui répondre très simplement. Enfin, je suis vice-président de la Chambre d'agriculture en charge de l'élevage. La Chambre d'agriculture soutient pas un modèle, mais soutient des modèles. Vous êtes dans un département d'élevage où c'est qu'il y a des prairies de Neufchâteau à Saint-Dié. Nous avons 255 000 bovins sur le territoire. Nous avons 36 000 ovins. Qu'est-ce que l'on va faire des animaux demain et qui va entretenir le territoire aujourd'hui? Je veux dire, on représente une économie, le secteur agricole et derrière le secteur agroalimentaire. Demain, un monde sans viande, pour moi, c'est utopique, premièrement. Et deuxièmement, qui va entretenir le paysage? Qu'est-ce qu'on va faire des bovins et comment on va traiter? On est vraiment dans un département... Question toute bête, pardonnez-moi. Une vache existerait-elle si elle n'était pas encadrée, exploitée par l'homme? Oui. Mais pourquoi pas? La réponse est oui. La réponse est oui. Je vais te laisser répondre parce que... D'accord. Allez, très succinctement, une question toute simple. Naturellement, il y avait des bovidés quand même avant l'élevage. On a créé l'élevage à partir des animaux qui existaient. On les a domestiqués, on a fait des croisements. On a créé de toutes pièces la prime Holstein qui est un monstre génétique quand même. C'est les vaches noires et blanches, voilà, les plus avec productrices des pies énormissimes là. Qui produisent 40 litres de lait, entre 20 et 60 litres en fonction de la période de lactation, qui ont des abdomens énormes pour pouvoir ingurgiter énormément de nourriture, pour produire énormément de lait. Et c'est pour ça qu'il faut des robots, parce que sinon ce serait complètement ingérable. Il ne faut pas des robots pour traire des vaches. Le robot est une solution, il ne faut pas des robots pour traire des vaches. Il y a une solution à la prime Holstein. Des espèces... entre guillemets, de fermes domestiques, de fermes plutôt, est-ce qu'il y a des espèces qui disparaîtraient s'il n'y avait pas cette exploitation de l'homme? Alors, la prime Holstein n'a pas de raison d'être si on l'avait pas créée. On n'aurait pas de raison d'être si on l'avait pas créée. Ceci dit, je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir des bovidés qui circuleraient dans la nature. C'est pas, ça paraît pas complètement délirant de se dire, ben oui, après tout, on arrête de manger les vaches et les veaux, on les laisse faire leur petite vie, on arrête de les inséminer, de les faire se reproduire par 280 000, vous avez dit, juste sur les Vosges. C'est énorme. Enfin, on n'aurait jamais ces quantités-là si on n'avait pas des stabulations, des entrepôts où on les entasse comme ça. Et on aurait un paysage en jachère. Bah, pas forcément, parce que les agriculteurs... Ça peut cultiver, parce qu'on n'aura plus d'intérêt. Il faut quand même se nourrir. Les agriculteurs feront leur travail de avec les végétaux. Il n'y a pas de problème. J'ai jamais essayé de pâturer les Hauts-de-Chaume, mais j'ai pas envie d'essayer non plus. Ni d'aller faire du maraîchage sur les Hauts-de-Chaume. Moi, je vais remettre ma casquette d'étudiant en écologie, mais rendre à la nature ce qui appartient à la nature, c'est tout à fait possible. Et en plus... On parlait de disparition d'espèces dans un futur où la viande arrêterait d'être consommée. Il faut savoir que la consommation de viande a aussi fait disparaître des espèces. Voilà, là on est dans une étape clé. Bon, ça sort un peu du bien-être animal, mais on est dans une espace clé où énormément de mammifères ont disparu ces 50 dernières années. Une étude vient encore d'apparaître là, où en Allemagne, 80% des insectes ont disparu, des espèces ont disparu. C'est pas uniquement lié à l'élevage, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, parce que je prévois une réponse, mais c'est aussi lié à l'élevage, qui est l'un des multiples impacts de l'homme sur l'environnement. Après, il y a aussi de la part de tout le monde, de nous tous, un peu d'hypocrisie avec certaines espèces. On se préoccuperait beaucoup moins d'un insecte ou d'une variété de vers de terre qui disparaît que des vaches ou des poules, forcément. Lou Noirclair, une vache, une poule, demain, des cochons, sans l'exploitation humaine, c'est une espèce qui survit ou pas ? Je peux pas vraiment répondre à cette question, c'est vraiment compliqué, il faudrait des études scientifiques poussées sur la question. Après, à l'image d'un élevage bio de Ménil-de-Sonone. Il faut pas voir non plus le fait que du jour au lendemain l'agriculture s'arrête et tous les animaux d'élevage sont lâchés dans la nature. Ça se passerait pas du tout comme ça. Là, effectivement, ils survivraient pas, ils ne savent pas forcément se nourrir naturellement, etc. Par contre,
pourquoi pas des poules en liberté, des vaches en liberté, des espèces sauvages d'animaux actuellement domestiqués. Le sanglier vit très bien dans la nature, comme le cochon vit en élevage. Enfin, le sanglier arrive à se nourrir et est viable dans la nature. Voilà, donc... Alors, on va pas avoir le temps d'en parler trop longuement, mais le sanglier est régulé. Et j'allais dire, non. Heureusement, sauf erreur de ma part. Dites-moi tout. Votre analyse là-dessus, très rapidement. Il est régulé mais nourri. Donc il est poussé à la reproduction et après, miracle, il faut le réguler. Donc l'argument de la régulation, il tient pas énormément. C'est un des principaux, voire le seul argument de la chasse au sanglier. Et il tient pas. Enfin, il est nourri l'hiver et régulé l'été. Les cerfs. Est-ce que les cerfs sont nourris? Est-ce que les surpopulations de cerfs sont... Est-ce qu'une surpopulation de cerfs est viable dans un massif comme le nôtre, par exemple ? Il faut savoir qu'une surpopulation de cerfs ne peut pas avoir lieu puisque naturellement, en fait, ça suit une courbe, on appelle ça une courbe logistique, une courbe avec un plateau au-dessus et l'espèce s'auto-régulerait. Pas besoin forcément de la tuer pour qu'elle se régule, elle peut s'auto-réguler parce qu'il y a aussi... Il lui faut de la nourriture, etc. Avec des quantités de nourriture limitées, des facteurs limitants, l'espèce s'auto-régulerait. Avec des prédateurs, non pas pour tuer les cerfs, absolument, mais pour disperser les troupeaux et éviter une reproduction trop facile. C'est des choses quand même qu'on... Finalement, je pense qu'on aurait quand même une nature qui serait quand même très très désorganisée. Très organisée. Désorganisée, parce qu'avec des agriculteurs qui aujourd'hui seraient obligés de cultiver pour nourrir avec des végétaux le peuple, avec des animaux bovins dans la nature, des animaux ovins dans la nature, les poules qu'on a vues tout à l'heure à Limoges aussi dans la nature. Quand on voit déjà les dégâts que ça causé entre les animaux sauvages, notamment sangliers et cerfs qu'on parlait à l'instant, enfin, je ne sais pas comment vous allez arriver à gérer. Aujourd'hui, les animaux sauvages, aujourd'hui, les agriculteurs sont quand même obligés de gérer leurs parcelles pour contenir les animaux sauvages. La nature n'a jamais été plus désorganisée depuis que l'homme a l'impact qu'on le connaît dessus. Il faut savoir que la nature, c'est toujours auto-géré, toujours auto-régulée, et que depuis que l'homme a un impact conséquent dessus, elle n'a jamais été aussi désorganisée. En gros, le problème, c'est l'homme. C'est l'impact que l'on a sur la nature. Oui, donc c'est l'homme. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, il ne faut pas. C'est facile. On n'aurait pas aujourd'hui, on n'aurait pas les populations qu'on a en France, en Europe, en termes de nombre de personnes, de population, de niveau de vie qu'on a, sans l'agriculture. Je veux dire, si on enlève l'évolution de l'agriculture sur les X dernières années, centaines dernières années, la corrélation entre l'évolution de l'agriculture, des techniques, de la production, etc., et l'évolution de l'homme, elle est quand même assez marquée. Et vous le pensez, ça, du coup ? Oui, je le pense. De quoi que je pense Ce que vous dites que l'homme est le problème. Non, c'est la question que je vous pose, parce que tel que vous le dites, le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est l'agriculture, et l'agriculture est corrélée avec l'homme. Donc, très succinctement. Les choix qu'on fait, on a 70% des terres agricoles qui sont utilisées pour nourrir le bétail, et on a 800 millions de personnes qui meurent de faim. Il y a quand même quelque chose de... non, le problème, c'est pas l'homme, c'est quel choix politique on fait. Alors politique, je parle pas au niveau des élus, parce que finalement, c'est plutôt une question citoyenne, tout ça. Éthique, absolument. Juste pour revenir sur la chasse et la régulation, etc., moi, c'est pas du tout mon domaine habituel de préoccupation pour ce qui est du sort des animaux. Et du coup, en préparant un petit peu cette rencontre, j'ai regardé un peu ce qui se passait sur Internet. J'ai découvert le syndicat national des producteurs de gibier de chasse. Alors, je suis tombée à la renverse. On estime à peu près à 30 millions le nombre d'animaux chassés par année en France. Alors, c'est un chiffre que j'ai pas de source précise, mais c'est un chiffre qu'on retrouve un petit peu partout. Et en fait, le syndicat national des producteurs de gibier de chasse, il produit à peu près 21 millions d'animaux par année. Qui sont vendus aux chasseurs et lâchés dans la nature. Donc, vous savez, c'est de lâcher des galinettes cendrées des inconnus. Principalement, j'imagine, des volatiles, ouais. Non, en fait, alors il y a on reviendra sur une autre émission par rapport à la chasse, parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a une question que je voulais tout de même poser, parce que là, l'émission arrive à son terme. Philippe Mauchamp, pour éviter, entre guillemets, toute cette problématique de conditions animales, d'abattage, etc. Est-ce qu'il est envisageable, je n'ai absolument pas la réponse, est-ce qu'il est envisageable de consommer uniquement de la viande morte naturellement ? C'est une très bonne question. C'est une question que je me suis posée en préparant cette émission. Je ne suis pas placé pour vous répondre. Michael Moulin, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que sanitairement parlant... J'ai du mal à l'imaginer. Non. Parce qu'on pourrait très bien dire, moi j'élève. J'élève dans mon exploitation, sur ce système idéal-là. Donc dès qu'il meurt, je le vends. Enfin, je veux dire, quand on voit les contraintes sanitaires, rien que dans un abattoir, donc finalement, mon animal qui meurt ce matin dans mon exploitation,
qui j'appelle, qui vient, enfin qui s'en occupe, sachant que c'est un animal mort, qui doit être Ouais, enfin, traité. après, la découpe, ça peut être traité dans un abattoir. Mais, ça peut être dans un abattoir, mais on travaille avec du vivant, quoi. Donc si mon animal meurt dimanche soir à 20h, Et puis, si on n'envoyait pas les vaches à l'abattoir, elles vivraient 20 ans. Donc il faudrait quand même des élevages qui voient sur le très 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 long terme. Ce serait Donc, il y a des très, très gros élevages. On est bien d'accord. On peut aussi arrêter de manger des individus qui ont envie de gambader dans les pâturages des Hauts-de-Vosges. On n'a pas le temps d'évoquer les problématiques de véganisme pur et dur, parce que là, marcher par terre, écraser des fourmis, ça pose problème. Porter du cuir, rouler dans une voiture où il y a des sièges en cuir, etc., ça pose problème. Très succinctement. C'est un peu quand même un raccourci grossier, parce que marcher mais... par terre et écraser des fourmis, en fait le véganisme, je pense que c'est aussi un mode de consommation qui se veut le plus proche de la nature. Un homme préhistorique qui ne pose pas tous ces problèmes, qui vit le plus naturellement possible sans l'impact sociétal, il écrase des fourmis. Un cheval, quand il marche par terre, il écrase des fourmis. Et il mange aussi beaucoup de légumes. Il n'a pas un régime alimentaire composé comme actuellement de 2 tiers de protéines carnées pour 1 tiers de protéines végétales. Et c'est surtout que c'était beaucoup plus rare le fait qu'il mangeait de la viande. C'était beaucoup plus de protéines végétales. Claire, une question, je vais me faire gronder en régime, mais une question toute simple. Quelle serait l'évolution de notre espèce si on se servait plus de nos dents comme le carnassier que nous sommes naturellement? C'est pas une question à laquelle je peux répondre. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un peut y répondre parce que les projections de l'évolution de notre espèce ne sont pas forcément extrêmement fiables malgré tous les progrès qu'on a pu faire dedans. Je ne sais pas exactement l'impact sur la mâchoire que ça aurait. En général, hein, pas que sur la dentiste. Je sais pas. Je sais par contre que niveau santé, on se porterait mieux car les études récentes, même l'OMS le dit, pourtant certaines études de l'OMS sont critiquables, mais même l'OMS le dit, et donc va à l'encontre des lobbies, etc. La viande pose des problèmes sur la santé. C'est mieux de manger des steaks de soja OGM. On a des chiffres. Des steaks de soja bio. Pardonnez-moi, on est obligé de conclure cette émission. Comme pose des problèmes aussi le lait végétal, notamment pour les nourrissons. Je ne dis que ça, mais on n'a pas le temps de développer. Tout comme il y a quelques années, il ne fallait pas manger de beurre parce que c'était pas bon à la santé. Alors, le lait végétal pour les nourrissons, c'est comme le lait de vache, hein, c'est pas adapté s'il n'est pas travaillé, si c'est pas du lait maternisé. Et pour ce qui est de l'espérance de vie et de la santé des gens, on a des chiffres très précis maintenant, des études de population à très très grande échelle. On sait qu'une alimentation végétale permet de vivre plus longtemps, d'avoir moins de cancers, moins de maladies cardiovasculaires. Et le Portugal, très très récemment, là, le ministère de la Santé portugais vient d'obliger toutes les restaurations publiques, tous les établissements publics de restauration à proposer un menu vegan de façon systématisée. Donc, affaire à suivre, voilà. À vérifier. Merci. Et à étayer forcément parce que tout cela est d'actualité et le restera encore longtemps. Merci à tous les quatre de votre participation à cette émission. On y reviendra très certainement. Le végétarisme, le véganisme, ça mériterait évidemment une émission à part entière, tout comme la chasse et tout comme l'aspect vraiment éthique et philosophique de cette problématique. Voilà, mais je vous invite évidemment à chercher vous-même des informations là-dessus. C'est passionnant. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour une prochaine thématique.